Voilà, il y a le quotidien des gendarmes, leurs difficultés, leurs doutes. Et puis, au fil de l'eau, dans ce documentaire, ce sont aussi les réalités de la France rurale qui apparaissent, les commerces qui ferment, le chômage, la petite délinquance, les relations de voisinage parfois tendues ou simplement inexistantes. C'est de tout cela que nous allons maintenant parler avec nos invités. Bonjour Hélène Aubissier. Bonjour. Vous êtes maire d'une commune rurale dans ce même département de l'Orne, maire d'Origny-le-Butin et membre de l'association des Amis de la Gendarmerie. Face à vous, Kevin Georsin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, gendarme, vice-président de l'association Gende 21, sous-officier de la gendarmerie. Tout à fait. Bonjour à vous, Philippe Estève. Bonjour. Vous êtes géographe et spécialiste de l'aménagement du territoire. Et bonjour à vous, François Grosdidier. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Moselle. Vous êtes vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales à la décentralisation. Puis je précise que vous avez été le rapporteur d'une commission d'enquête sur l'état de nos forces de sécurité intérieure, dont les conclusions ont été rendues l'été dernier. Ça va nous éclairer. Je voudrais d'abord vous demander une réaction à ce que nous venons de voir. Hélène Aubissier, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que nous venons de voir? Éventuellement, qu'est-ce qui vous choque? Rien ne m'a choqué. Moi, j'ai retrouvé mon quotidien dans le quotidien des gendarmes d'une commune assez proche de la mienne. Moi, j'ai retrouvé le reflet de la misère sociale qui est celle de la zone dans laquelle nous vivons. On est dans une population de gendarmes qui accompagne, qui protège, qui sécurise. Et qui semble appeler à de multiples tâches qui ne sont pas d'ailleurs toujours les tâches auxquelles on s'attend, Kevin Georsin. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Oui, ça. Les hommes à tout faire. Hein. Tout à fait. Disons que les collègues qu'on voit dans le reportage sont amenés à aller des fois un petit peu plus loin que les missions qu'on leur demande d'accomplir et font des missions plus d'ordre social, plus d'accompagnement, sont amenés à prendre des décisions qui ne sont pas forcément de leur ressort, mais toujours dans cet esprit de rendre service à la population et d'apporter une réponse à la problématique qui se pose à l'instant T, sachant que là, on voit sur la Ferté-Massé, on est quand même dans un lieu qui est relativement isolé. Donc, pour avoir accès à certains services, c'est compliqué. Et le premier interlocuteur, voilà, c'est le gendarme. Par curiosité, je sais que vous avez été gendarme en Normandie et maintenant vous êtes du côté de Montauban. Les réalités sont les mêmes ou très différentes? Grosso modo, les problématiques sont identiques. Mais dans l'exécution, c'est un petit peu différent. Donc, plus on est éloigné, plus les délais de route sont importants, plus certaines contraintes sont pesantes. Philippe Estève, vous avez été surpris, vous aussi, par... il y a un côté sans filtre un peu aussi dans ce documentaire, ce qui est peut parfois choquer, hein, parce qu'on les voit dans leur fourgon discuter de tel ou tel, mais après on voit aussi effectivement la difficulté des liens, et notamment des relations de voisinage. Alors moi, ce qui m'a surpris ou en tout cas intéressé, c'est qu'on est censé être à la campagne en milieu rural, mais on se croirait dans une banlieue pavillonnaire de n'importe quelle grande ville d'une certaine façon. C'en est Du coup, on peut se demander... Qu'est-ce qui reste du caractère véritablement rural dans des territoires comme ça? On en reparlera, je suppose. Autrement, moi je les ai bien aimés, ces gendarmes. Enfin, ils sont assez cash. Même quand ils parlent franchement, oui, ils sont cash, c'est vraiment le cas. Oui. Hein. Il parle au fond un peu comme la population d'une certaine manière. Enfin, de ce point de vue-là, il n'y a pas une distance très importante. Et il y a quand même comment dirais-je, un intérêt chez eux pour la vie sociale, enfin pour la façon dont les gens entrent en relation. On voit bien à un moment donné, sur l'histoire du barbecue, les gendarmes qui disent à la personne qui porte plainte, mais enfin quand même vous pourriez aller le voir, vous pourriez aller parler avec votre voisin. Le premier réflexe, effectivement, ça m'intéresse François Grosdier, c'est de se tourner vers les gendarmes, ce que disait Kevin Georsin. Il y a l'histoire, c'est un barbecue qui fait un peu trop de fumée. La personne n'a pas l'idée d'aller voir son voisin. On a l'habitude, c'est le quotidien des maires, dont j'étais jusqu'à l'année dernière. Ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire, on a un durcissement de la société, à la ville comme à la campagne.
Hein. À la campagne, c'est pas bucolique, tout le monde est sympa et tout le monde... Non, c'est devenu comme la ville. Et donc une irascibilité des citoyens. Alors on parle beaucoup des zones de non-droit, où c'est encore plus dur de terrain, mais par contre, cette irascibilité, cette agressivité, on la retrouve partout. Et les gendarmes sont au milieu. Voilà, on la retrouve d'ailleurs toute catégorie sociale confondue. Hein. On a un contrôle routier des gens qui peuvent être très agressifs, même en conduisant une grosse cylindrée. Mais après, quand ça se rajoute en plus à des difficultés sociales, un éloignement, avec un sentiment d'être marginalisé encore plus à la campagne qu'à la ville, on retrouve ça partout. Donc on a cette irascibilité et ce délitement de l'esprit public qu'on retrouve dans tous les domaines, et on l'a là jusque dans les relations de voisinage. Ensuite, on a ces gendarmes qui ont des difficultés de fonctionnement matériel, hein, et la police et la gendarmerie sont à peu près aussi mal logés. On va y venir. Voilà, on va y venir. En parler. On voit aussi la procédure pénale qui les accapare complètement. Il n'y a pas assez de proximité. On réinvente des brigades de contact, c'est l'ADN de la gendarmerie, comme on réinvente des polices de proximité de sécurité du quotidien. Mais le problème, c'est que policiers et gendarmes passent les 2 tiers du temps à la procédure. Et ça, c'est une exclusivité française. Donc, ce n'est même pas la question des effectifs, c'est ce qu'ils font les 2 tiers de leur temps. Et qui les soustrait à ce qu'ils préfèrent, qui est à la fois le contact et l'intervention quand les gens appellent au secours. Alors on va parler de tout ça. Je voudrais juste peut-être une dernière réaction sur ce qu'on vient de voir spécifiquement. Et Hélène Aubissier, vous disiez, Philippe Estève, qu'ils étaient très cash. Vous êtes maire, vous avez vu que votre collègue de la Ferté-Massé s'en prend un peu plein la figure, devant et puis derrière. Hein, une fois qu'ils sont dans le fourgon, après une réunion, il n'y a rien de très méchant, mais ça traduit quelque chose des relations entre les élus et les gendarmes, ça ? Alors, ça traduit vraiment les relations entre les élus et les gendarmes. Et par rapport à ça, moi, c'est ce qui m'a fait entrer aux Amis de la gendarmerie. Parce que j'estime que nous, les élus, on doit se faire être les fers de lance des valeurs de la gendarmerie, de la solidarité, d'être attentif à l'autre. C'est notre raison d'être et leur raison d'être également. Parce que ce que semblent reprocher les gendarmes à l'élu, en l'occurrence, c'est le côté il n'y a qu'à Faucon, vous n'avez qu'à les arrêter, vous n'avez qu'à les envoyer. Voilà, ou au contraire faire un peu de prévention, ça va très bien. Voilà. Ça, ils n'apprécient pas le côté parole magique. Je pense parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment ensemble. Moi, je travaille beaucoup avec les gendarmes qui sont proches de ma commune. Ils viennent faire de la sensibilisation, ils viennent transmettre cette culture de la sécurité. Mais leur point de vue, il faut comprendre, le maire, il porte la demande sociale. Oui. Les administrés ont des besoins, et besoins de sécurité, de tranquillité, ils le portent et doivent le régler. C'est eux qui sont à portée d'engueulade, c'est pas le préfet, et c'est même pas le patron départemental. Mais un peu les gendarmes quand même, un peu les gendarmes. Non, on baffe pas les gendarmes, ou alors... En première ligne, c'est quand même très grave. En première ligne, monsieur le sénateur, sont les gendarmes qui eux, font face à l'agressivité. Oui, mais attendez, les élus portent une demande en ville comme à la campagne. Et par contre, les policiers ou gendarmes sont devant les contraintes juridiques. L'insuffisance des moyens ou de disponibilité fait de temps, et c'est pour ça qu'ils font un dialogue, un dialogue quasi quotidien pour qu'ils se comprennent mutuellement. Autrement, très vite, ils s'antagonisent. Kevin Jorsin et puis après Philippe Estève. Les relations qu'on peut avoir avec les élus, les maires en particulier, sont extrêmement précieuses parce que vous, les maires, vous êtes dans la population, vous connaissez vos populations. Souvent, on vous appelle en pleine nuit pour que ce soit pour des problèmes conjugaux, des chevaux effrayés par l'orage, à qui appartient telle parcelle, des choses comme ça, que ce soit le cadastre, l'état civil, le renseignement sur la population générale. Vous êtes des interlocuteurs et des partenaires précieux. Et le maire doit connaître ses gendarmes, mais les gendarmes doivent connaître le maire aussi. Et souvent, nous travaillons en harmonie. Philippe Estève. Juste un point, une remarque, j'ai trouvé très intéressant le fait que les gendarmes, ils font aussi un rappel au droit, et y compris vis-à-vis des administrés, des citoyens. Il y a l'histoire des racailles, comme ils disent, qui sur la place, perturbent le commerce sur la place, et le gendarme qui dit, écoutez, c'est un espace public, on ne peut pas les chasser. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a cette dimension-là, vous parliez des contraintes juridiques, mais il y a aussi cette dimension des libertés publiques. Et le gendarme, il est à la fois celui qui fait respecter l'ordre, mais là aussi, il dit quelque chose de ce que c'est que les libertés publiques. Face à une demande sociale que vous évoquiez, François Grosdier, je voudrais qu'on en vienne donc à cette diversité des tâches
qu'on a évoquées, parce qu'on les voit effectivement être parfois quasiment assistantes sociales, conseillers conjugaux, et puis évidemment s'interposer dans des moments plus sur la question de l'ordre public. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aujourd'hui, Kevin Georsin, à nos gendarmes? Alors les gendarmes sont multitâches et on leur demande d'être des spécialistes dans chacune de ces tâches. Or, on ne peut pas être à la fois généraliste et spécialiste. Mais dans une gendarmerie comme celle qu'on a vue dans le documentaire, est-ce qu'il n'y a pas des gendarmes qui sont plus ou moins spécialisés dans telle ou telle tâche? Non. Le gendarme que vous retrouvez en intervention la nuit, le lendemain après-midi, vous pouvez le retrouver planton d'accueil pour recevoir les plaintes, ou le jour d'après en contact avec les élus, la semaine suivante sur une opération anti-stup. Et il n'y a pas de demande de spécialisation de la part des gendarmes? Alors, il y a des demandes de spécialisation, mais là, on est dans le cadre d'une communauté de brigade, donc le cœur de la gendarmerie, la cheville ouvrière de la gendarmerie, l'échelon le plus bas. Si on veut se spécialiser, on passe à l'échelon compagnie, voire groupement, et voire plus haut à l'échelon Mais en tout cas, à national. ce niveau-là, il n'est pas envisageable. À ce niveau-là, nous sommes des généralistes. C'est trop petit en effectif. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois descendre au plus près du territoire et spécialiser. Effectivement, la gendarmerie a ses services spécialisés, notamment au niveau départemental, quoi, et il y a les unités de recherche. Et puis, il y a, je dirais même que c'est la gendarmerie qui a quasiment inventé la police scientifique. Quoi. On a des gendarmes extrêmement spécialisés de pointe dans beaucoup de domaines, mais l'ADN de la gendarmerie, c'est quand même la brigade territoriale, au contact très proche des gens et forcément très polyvalente. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient tellement technique, à la fois les outils précis, mais aussi le droit, que ça rend tout beaucoup plus complexe. Mais il faut que le gendarme garde ce caractère polyvalent. Et on peut même s'inquiéter un peu quand on met en place des brigades de contact. On a au sein d'une compagnie ceux qui seraient spécialisés dans la discussion, pendant que les autres seraient spécialisés sur les tâches opérationnelles et qui ne seraient plus les mêmes. Parce qu'à la fin, le tact dont ils font preuve dans le documentaire, à plusieurs reprises, quand ils interviennent dans une querelle conjugale, ils en sont évidemment pas tous capables. J'imagine que, d'ailleurs, c'est très important, on le voit, la place importante des femmes et cette sensibilité croisée homme-femme est sûrement très importante aussi au sein des gendarmeries. Oui. Il y a une population féminine qui est très importante. Aujourd'hui, nous, la communauté de brigade qui s'occupe de mon territoire, il y a 22 gendarmes. Et on ne doit pas être loin d'une presque parité. Donc ça a énormément évolué. Et vous parliez de tact. Moi, c'est vraiment un des mots qui est à mettre en exergue dans ce travail. Parce que ce sont presque des assistantes sociales. Ils sont là pour connaître les gens. D'ailleurs, tout le travail de participation citoyenne est là pour créer ce lien de plus en plus et pour que la population ait moins peur des gendarmes et les gendarmes fassent complètement partie de la population du territoire. Alors, on a souvent un rôle de médiateur, parce que lorsqu'on nous appelle, c'est en situation de crise. Ça peut faire sourire cette petite intervention pour l'histoire du barbecue, mais ça montre bien aujourd'hui que les gens ne sont plus capables de se parler. On consomme le service public comme on consomme un téléphone, un produit alimentaire. Non, quand on fait appel à un service d'urgence, puisque la gendarmerie, au même titre que les collègues pompiers, qui sont parfois amenés à vivre les mêmes situations que nous, ou les médecins urgentistes, les SAMU, les choses comme ça, on consomme aujourd'hui. Et les gens nous demandent une obligation de résultat. Alors que des fois, il s'agit simplement de se parler, de se comprendre, ou dans certains cas, de faire ce qu'on appelle un rappel verbal à la loi, expliquer aux gens ce que vous demandez, c'est pas possible, vous exigez trop, ou non, vous êtes en faute. Et cette pression, cet appel, elle a augmenté ces dernières années, peut-être aussi parce qu'il est plus simple de passer un coup de fil, tout le monde a un portable. C'est pas forcément lié aux technologies, c'est lié à la société en général. C'est la société en général, oui. Moi, on m'appelle très facilement, effectivement, pour des histoires de voitures mal garées, de bruit, de feu.
D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'ils appellent les gendarmes. Enfin, c'est pas une situation d'urgence, c'est un feu qui, voilà. Oui, là, en l'occurrence, c'est vraiment, encore une fois, on le rappelle. Mais c'est un boulot qui est partagé avec les maires des petites communes. Alors, continuons à essayer d'écœurer les maires et de les réduire, mais encore plus pour les gendarmes. Parce qu'à la campagne, il y a qui? Il n'y a pas les médiateurs sociaux comme on peut avoir dans des communes plus importantes. Il y a les maires et il y a les gendarmes. Alors, il faut qu'on parle ensemble de la ruralité. Je me tourne vers vous, Philippe Estep, parce qu'on le voit dans le film, c'est une réalité. Les gendarmes, ils font évidemment partie du paysage rural. Est-ce que, de même qu'on le dit de nos agriculteurs, de nos éleveurs, les gendarmes ont contribué à façonner l'image, l'idée qu'on se fait de la ruralité et de la France profonde? Oui, alors c'est vrai que le personnage du gendarme fait partie, si je peux dire, du panthéon ou des images d'Épinal, effectivement, de l'espace rural. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas dans l'image d'Épinal. On est vraiment dans quelque chose, vous le disiez, ils sont cash, ils sont très nature, quoi. Oui, alors c'est curieux comme posture, je dois dire, parce qu'il y a à la fois un rôle de représentant de la loi, et en même temps, finalement, une très très grande proximité, je dirais, dans le comportement et dans la façon de s'exprimer par rapport à la population qui est en place. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là aussi, d'une certaine manière, par rapport à l'image qu'on pouvait avoir du gendarme en uniforme, même s'il est coulé dans la population, tenait quand même une espèce de distance, y compris dans la façon de s'exprimer. Là, il y a au fond, je dirais presque un relâchement. Enfin, c'est pas du tout une critique, hein, mais disons qu'il y a un comportement qui n'est pas totalement en accord, me semble-t-il, avec la fonction de représentant de la loi et de rappel à la loi. C'est pareil, la société a évolué. Les gendarmes sont tous issus de la société civile. Donc les mentalités évoluent, les comportements évoluent, et il y a une certaine catégorie de population que vous ne pouvez pas toucher, à laquelle vous ne pouvez pas parler si vous ne vous mettez pas à leur niveau. Ça ne sert à rien de garder cette distance, effectivement, qu'on pourrait dire respectueuse. Mais pour certaines personnes, ce sera une distance respectueuse. Pour d'autres, ce sera un manque de respect, ce sera un air hautain. C'est ça toute sera la mal difficulté interprété. de tutoiement, vouvoiement. Oui, Mais moi, quand j'avais ordonné comme maire à mes policiers municipaux de vouvoyer systématiquement, y compris les jeunes qui les tutoyaient, et s'ils sont surpris de dire mais c'est une marque de respect, pour eux, au contraire, c'était une marque de mépris. En l'occurrence, dans le film, effectivement, voilà, même les mineurs... ou Les normes sont en train de s'inverser. Ouais. Mais là-dessus, d'ailleurs, François Grosdidier, il y a un enjeu très important sur le recrutement et sur la sociologie du recrutement. Et c'est vrai aussi bien, d'ailleurs, pour les gendarmes que pour les policiers. Beaucoup plus sur la formation, parce qu'on recrute dans la société sur la formation, telle qu'elle est. Il faut, et donc, les jeunes générations qui sont parfois plus impulsifs, n'ont pas reçu les mêmes codes, même de leur milieu familial, sont de très bonne volonté. Eh bien, c'est la formation qui, aujourd'hui, doit en tenir compte, parce que c'est pas inné, c'est acquis au cours de la formation. Sur ce sujet, Hélène Aubissier, vous aussi, dans votre commune, les gendarmes contribuent à façonner d'une certaine manière le paysage, oui? Ah oui, c'est amusant parce que très souvent j'entends des gens dire « Ah mais moi les gendarmes on les voit jamais, de toute façon voilà, ils sont enfermés dans leur bunker là » et puis c'est pas vrai, ils sont autour de nous tout le temps et je pense que pour les jeunes en particulier, mais aussi pour les gens en difficulté, ils peuvent être là très souvent. Et par rapport à ça, c'est aussi un secours. Je vois d'ailleurs une image là, qui est diffusée en ce moment même derrière vous, de ce jeune qui a été pris dans un train et qui a été pris parce qu'il n'avait pas de billet. Et puis, d'une certaine manière, il exprime lui aussi tout le désarroi. Il n'est pas spécialement réprimandé d'ailleurs par le gendarme. C'est une sorte de rappel à la loi, j'imagine, Kevin Jorsin. Alors, cette situation-là, c'est du vécu. Ouais. Dans les mêmes conditions, avec, pas la même personne, mais le même argumentaire développé par la personne. Il faut savoir qu'on est dans un territoire soit enclavé, soit mal desservi par les transports en commun, les différentes commodités qu'on peut avoir, difficulté d'avoir un travail, difficulté de subvenir à ses besoins tout simplement, ou d'avoir accès à un certain nombre de services. Et ces gens-là, souvent, sont mis dans des petites communes. Je pense notamment à certaines brigades de gendarmerie désaffectées qui sont affectées pour mettre des migrants à l'intérieur. Ces gens-là sont enclavés et ne voient rien. Donc, ils ont accès à l'oisiveté. Des fois, s'alcoolisent,
ça crée des problèmes où on a des petits soucis de délinquance. Et d'ailleurs, ce que dit ce jeune en l'occurrence, c'est je veux sortir, je veux partir. Je veux sortir, j'ai besoin de mon scooter, j'ai besoin d'un travail. On voit là, alors là, je pense que c'est typique de l'espace rural, l'importance de la mobilité pour accéder effectivement à des ressources. Et avec les événements qui ont eu lieu cet hiver, avec ce qu'on appelle les gilets jaunes, on voit bien qu'une grande partie de la colère se cristallise sur la possibilité de rouler, la possibilité d'être mobile, d'accéder au travail, d'accéder à la formation. Et alors, moi, j'ai adoré cet épisode, je dois dire, du garçon en question, parce que, il veut absolument sortir, mais il y arrive. C'est-à-dire que le gendarme, à un moment donné, décrit ces itinéraires, c'est quand même assez impressionnant. Il est allé jusqu'à Bordeaux. C'est assez drôle. Il est allé assez loin, effectivement. C'est assez drôle. Je voudrais qu'on revienne, et puis après on va parler vraiment effectivement de ce portrait en creux, en toile de fond de la France rurale qui est fait au travers de ce documentaire. Mais je voudrais qu'on reparle quand même aussi des difficultés quotidiennes et peut-être aussi du malaise, dites-moi si le mot est trop fort, Kevin Georsin, mais des gendarmes. Voilà, on les entend pas beaucoup se plaindre dans ce documentaire, mais on sent quand même que de temps en temps, on tire sur la corde. Alors, ne pas se plaindre, c'est dans leur culture. C'est pas dans leur culture, c'est dans leur statut. Voilà, déjà. Statut d'ailleurs qui a un peu évolué, on peut peut-être préciser, parce qu'en 2014, vous ne seriez pas là sans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui vous donne le droit de vous exprimer. Tout à fait. Je ne vais pas m'exprimer sur l'ensemble des sujets, mais effectivement, depuis 3 ans, la législation a évolué. Il y a eu la création des associations professionnelles nationales unitaires, dont Jean de 21, dont je fais partie. Et ça a permis d'extérioriser un certain nombre de problèmes. Par exemple, le logement, le souci de logement, le souci dans les unités telles que la Ferté-Massé, le travail des épouses. La difficulté pour trouver quelqu'un pour garder les enfants lorsqu'il y a le couple qui travaille, voire souvent des couples de militaires. On peut souvent avoir monsieur dans une brigade et madame dans une autre, donc ça pose aussi un problème en interne. On a des soucis dans l'organisation de nos heures de travail à rallonge. Et puis la complexité de la procédure pénale et sans cesse cette exigence de perfection qu'on nous demande, alors que nous ne sommes que des êtres humains, et la multiplicité des missions. Ouais, complexité de la procédure pénale, ça. Oui, mais complexité et lourdeur. Non, mais c'est-à-dire, on a chez les gendarmes, il y a les associations qui permettent d'extérioriser des problèmes généraux, et aussi, il faut le dire, une chaîne de coordination qui permet de remonter à côté de la hiérarchie des problèmes internes, des problèmes même personnels. Et donc, finalement, il y a une remise en cause du management de la gendarmerie qui n'a pas encore eu lieu dans la police. Et finalement, dans la police, on voit que les syndicats très associés à la cogestion, parfois manqués, ou alors n'ont pas été écoutés, mais qu'on a un problème de management et d'incompréhension beaucoup plus fort dans la police, qui crée un malaise psychologique encore plus fort dans la police que dans la gendarmerie. Vous dites que là, en tout cas, quelque chose fonctionne mieux dans la hiérarchie. Qui est bien pensé, depuis d'ailleurs que les épouses de gendarmes, il y a 2 décennies, je crois, se sont exprimées. Ça c'est pas du tout seul. Parce que c'est vraiment parti des conjointes au départ. Ce sont elles qui ont créé des associations. Voilà, toujours par rapport à ce problème de statut. On a quoi ? On a dit la lourdeur de la procédure. Alors je ne rentre pas dans le détail, la différence avec nos pays où on cumule les inconvénients de la procédure inquisitoire, de la procédure accusatoire, sans vraiment avoir fait de choix. Qu'adjouvera-t-il qu'on a une procédure extrêmement lourde, qui est chronophage, les 2 tiers du temps. Ensuite, on a quand même le sentiment... Les 2 tiers du temps. Les 2 tiers du temps est passé à l'administratif dans les gendarmeries. Et les 4/5 pour les OPJ. Ensuite, on a, de la part des forces de l'ordre, souvent le sentiment d'une trop faible réponse judiciaire, d'une réponse judiciaire insuffisante ou inadaptée, ou qui vient trop tard. Et donc, des gens des policiers ou gendarmes qui prennent de plus en plus de risques physiques, parfois doublés du risque juridique, parce qu'ils sont très vite remis en cause, et pour un résultat qui est nul. Vous rajoutez à ça des conditions matérielles épouvantables, 7 à 8 ans de moyenne d'âge pour les véhicules de la gendarmerie, qui ne passeraient pas le contrôle technique, qui n'étaient pas sérigraphiés. Donc vous avez parfois des locaux extrêmement vétustes. Ils sont bien logés en général par les collectivités locales. Mais sauf que l'État oublie de payer les loyers. Et quand ils sont logés par l'État, j'ai visité la première caserne de gendarmerie de France, Versailles-Satory,
Mais enfin, on a du logement indigne où on n'aurait pas le droit de les mettre, de louer à n'importe quel locataire. Quoi, installation électrique non conforme, pas de double vitrage, des baignoires sabots des années 50. Quoi. On n'imagine pas dans quelles conditions vivent certaines familles. Vous pouvez rajouter le problème d'amiante, notamment sur certaines casernes parisiennes. Je ne citerai pas Arcueil. Oui. Donc, et pourtant, Hélène Aubissier, moi, là encore un point qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'au-delà des tensions et du malaise, ils n'ont pas l'air malheureux. Ils sont très engagés et cet engagement. Ah, mais ils ont même très envie. Enfin, on sent même que ça les touche le moment où la jeune fille au début est perdue et il la cherche et ce gendarme qui s'énerve dans la voiture en disant ça y est, ils m'ont pourri ma journée. Ils sont pas capables. Et puis il dit moi, si jamais votre fille disparaît, j'irai la chercher comme si c'était la mienne. Oui, mais c'est à la fois c'est normal. Et à la fois, effectivement, heureusement qu'ils ont cette envie d'y aller. Hein. Même chose avec l'épouse qui disparaît pendant la nuit. Mais oui. Ils vont la chercher sur les routes, puis finissent par la retrouver dans un box. Enfin, c'est impressionnant cet engagement. Ce sens du devoir. Et en même temps, ils sont là pour remettre du lien. Ils sont là pour remettre du lien, pour que les gens se parlent, pour que... Voilà, le but n'est pas toujours d'arriver à une réponse judiciaire. Non. Ce qu'on veut atteindre, c'est la paix sociale, c'est le bien vivre ensemble. Et si on peut, des fois, avec un petit peu de temps, un petit peu de compréhension, initier un dialogue, chercher des solutions qui sont parfois simples, se dispenser d'une procédure pénale lourde, compliquée, difficile, qui au final rapportera peut-être dans certains cas une réponse pénale décevante. Passons table rase de tout ça, prenons le temps de discuter. Mais ça, pour prendre le temps de discuter, il faudrait autant que les gendarmes puissent avoir ce temps-là. Et ils sont accaparés par la procédure. Par tout un tas de tâches annexes et parasites qui font qu'on a moins de temps pour aller s'occuper de cette population. Alors je voudrais justement qu'on parle maintenant de la place des gendarmes sur notre territoire et de tout ce qui ressort dans ce documentaire, la toile de fond, cette France rurale un peu déboussolée. Avant cela, parce que ça va nous amener à nous poser quelques questions, je voudrais qu'on regarde ensemble une archive de l'INA. J'aurai une question après sur les territoires. Nous sommes en 1993. On attend des gendarmes, on le disait, qu'ils quadrillent le territoire. Voici, donc en 1993, une initiative en Haute-Marne. Départ pour une nouvelle mission, renforcer le service public de proximité. Habitués à sillonner les routes de campagne, les gendarmes ne se contentent plus de traverser les villages. Depuis le 1er novembre, ils s'y arrêtent pour y assurer chaque mois des permanences d'1 à 2 heures. L'objectif est double. Le premier, c'est de renouer et de renforcer les contacts avec la population. Et le deuxième est en fait de faciliter les démarches de la population qui résident dans des lieux éloignés des brigades de gendarmerie et qui ne disposeraient pas des moyens de locomotion leur permettant d'accéder à ceux-ci. Au programme de la brigade de Bologne aujourd'hui, une première permanence à Viéville, 209 habitants. On ne se bouscule pas encore dans le local mis à disposition par la municipalité. L'occasion pour l'un des gendarmes d'aller prendre la température auprès de la population. Alors on fait un tour pour quoi faire? Pour voir si réglé les problèmes de corps scolaires là. On a avec les jeunes. Oui, c'est plus ceux-là, c'en est des autres. Non mais ça fait rien. Encore expérimentale, cette opération est menée aujourd'hui sur une centaine de communes en Haute-Marne. Elle pourrait aboutir à la mise en place de véritables postes mobiles avancés en milieu rural. Alors François Grosdidier, ça se rapproche de ce qu'on appelle aujourd'hui les brigades de contact. Ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Oui, c'est-à-dire il faudrait plus de contacts. Et d'ailleurs, c'est leur ADN aux gendarmes, ils ne demandent que ça. Sauf qu'il faut du temps et que le temps est bouffé pour autre chose et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à suivre l'ensemble des procédures. C'est pour ça que souvent elles sont aussi longues. Donc c'est ce qu'il peut y avoir de critiquable en disant on sanctuarise du temps pour le contact. C'est très bien, on s'en félicite. Le problème, c'est que c'est au détriment de l'autre. Il faudrait réduire le temps de procédure pour donner le temps pour le contact. Et là, ce serait parfait. Ouais, moi, je regarde ça et je me dis qu'on est peut-être en train de se tromper aussi sur les missions des gendarmes. On a l'impression qu'on les utilise pour compenser la dévitalisation économique de certains territoires. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? C'est un peu exagéré, mais on n'est pas loin. C'est vrai que de temps en temps, il faut aller réexpliquer aux jeunes comment il faut bouger. Alors, effectivement, pas toujours en prenant le train sans payer, mais voilà, les amener vers des... Enfin, il suffit de se promener dans une gendarmerie, il y a toujours des
des tas de petits prospectus qui vous disent comment vous comporter, où trouver les relais, etc. Je crois que plus on se rapprochera les uns des autres, et mieux ça se passera aussi. Philippe Estève, ce rôle des gendarmes un peu surhumain, voilà, il y a des territoires qui sont désertés depuis quelques années, voire décennies, et puis on leur demande finalement de venir sur une tâche qui n'est plus leur. Peut-être deux choses. Premièrement, moi je trouve que vous parliez de paix sociale, je trouve que c'est un beau mot, ou tranquillité publique aussi, parfois on utilise ce terme-là. Ça me paraît être une mission fondamentale, et donc je ne pense pas qu'on puisse parler de compensation par rapport à des questions économiques, etc. C'est quelque chose qui doit avoir lieu partout. Ça fait partie, je dirais, des libertés publiques et de l'ordre public républicain. Enfin, bon, je ne veux pas utiliser de grands mots, mais quand même. Donc de ce point de vue-là, moi je ne les vois pas du tout en situation de compensation. Par contre, alors si on peut parler un tout petit peu de la Ferté-Macé, parce que l'autre personnage du film, c'est cette ville, la Ferté-Macé. Pour rappeler à peu près 6000 habitants. 6000 habitants, bon, vous connaissez bien. Je voudrais juste en dire deux mots, parce que je trouve que c'est typique d'une histoire rurale française, d'une géographie rurale française. La Ferté-Macé, c'est une ville qui, au 19e siècle, était un centre d'industrie textile extrêmement important, avec pratiquement 10 000 habitants jusqu'à la fin du 19e siècle, et qui a loupé 2 fois le chemin de fer. 2 fois, c'est-à-dire la première fois sur la ligne Paris-Grandeville que vous connaissez, et la deuxième fois sur la ligne Caen-Angers. Donc ils se sont retrouvés en cul-de-sac avec juste un embranchement, et à partir de là, donc à partir de la fin du 19e siècle, ce territoire a périclité et petit à petit, les entreprises ont fermé et la population s'est vue diminuer par moitié. Donc, d'abord, la désertification ou le déclin, il date pas d'hier. C'est important de le préciser. Effectivement, ancien. Ce qu'on voit dans ce documentaire, ce ne sont pas seulement des phénomènes récents. Il faut remonter plus loin dans l'histoire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on est là dans un cas typique des campagnes françaises, qui est que contrairement à d'autres pays, la France a développé son industrie à la campagne. Et l'Orne, pour ça, est un territoire extrêmement emblématique, parce que vous allez retrouver dans les petites villes et autour des petites villes toute une série d'industries, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai noté qu'à la Ferté-Macé, quand même, on y fabrique encore le dermosil indien. C'est donc c'est encore pharmaceutique. Ce sont des villes industrielles, parfois effectivement, qui ont beaucoup souffert sur un plan économique. Vous allez me dire, je suis obsédé par cette question, mais pour moi c'est très important. J'ai l'impression quand même que nos gendarmes, là, ceux qu'on voit dans ce documentaire, François Grosdidier, on leur en demande beaucoup quand on leur dit, écoutez, voilà, il y a beaucoup de mots qui sont liés à tous les phénomènes que Philippe Estève décrivait, et vous êtes aux premières loges et en première ligne face à ça. Non, mais il y a Ils sont pas seuls, mais... Non, mais pas exagérer un peu, les gendarmes ne remplacent pas les assistantes sociales du département qui suivent ça, ne remplacent pas. Quand même, il y a aussi le tissu des élus locaux, tant qu'ils demeurent, qui est le problème de fond. Là, quand on visite, c'est même pas le visite en substitution des facteurs, même qui aujourd'hui font la retournée le plus rapidement possible avec des boîtes aux lettres regroupées dans les campagnes, et donc on peut voir les gens. Effectivement, on ne demande pas aux gendarmes de faire ça, on demande aux gendarmes de garder le contact avec les élus locaux et avec les gens quand ils ont des problèmes de tranquillité de sécurité publique ou effectivement parfois des rapports violents quand il y a des choses qui peuvent dégénérer. Et simplement, les gendarmes aujourd'hui n'en ont pas suffisamment le temps et il faut qu'ils retrouvent le temps. Voilà. Donc voilà le fond du sujet et qu'ils le font et qu'ils le fassent dans des conditions sérieuses, à la fois des locaux dignes, quand même des véhicules qui sont en état de fonctionner et avec l'équipement. Il y a eu, grâce aux tablettes et aux jantes, en informatique, il y a même eu heureusement quelques progrès ces dernières années, mais on était il y a encore 6 ans dans l'archéologie en matière de liaison. On n'avait même pas des machines à traitement de texte, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient, ils devaient se passer de bureau en bureau, les imprimantes, quoi. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on a fait un bond technologique en avant, que ce soit
dans les systèmes d'information ou dans l'information avec la mise en place de terminaux individuels, ce qu'on appelle le néogende. On arrive à communiquer beaucoup plus facilement, on a accès plus facilement à certaines informations, mais se pose aussi dans les campagnes le problème des zones blanches, parce que ça existe voilà, aussi. on est toujours, même quand on parle de technologies qui sont susceptibles de rapprocher et de faire gagner du temps, on se heurte au problème de la ruralité. Les systèmes qui sont mis en place marchent, je pense, très bien au 14e arrondissement à Paris, mais à la Ferté-Macé, il y a certains endroits où ça va pas fonctionner. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réseau. Que ce soit le réseau Néogende ou que ce soit le réseau Ruby, voilà, ça sont des choses aussi auxquelles vous êtes ce sont des choses Les campagnes sont défavorisées en tout, technologie, industrie, population. Et on l'a bien vu dans ce documentaire. Merci beaucoup à vous quatre. Je vais renvoyer à votre ouvrage, Philippe Estève, L'égalité des territoires, une passion française, édité chez PUF. Ça date de 2015. Merci à tous les quatre. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.